Le président de la République donc était au Bénin. Nous recevons d'ailleurs sur ce plateau notre envoyé spécial, Moussa Yahya, qui vient tout juste de rentrer avec le chef de l'État, M. Moussa Yahya. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce déplacement du président de la République à Cotonou? Oui, il faut le dire, c'est une journée marathon que le chef de l'État et son frère et ami, Dr Thomas Boni Yahi, du Bénin, viennent de passer. Une journée marathon puisque à peine arrivé à l'aéroport de Cotonou, d'abord le chef de l'État a défini l'objet de sa mission, l'objet de cette visite dite d'amitié et de travail. Il s'agissait pour le chef de l'État d'évoquer les questions liées aux infrastructures, notamment le port de Cotonou qui nous concerne, mais aussi le vieux rêve de la boucle ferroviaire, et puis beaucoup d'autres sujets qui intéressent non seulement nos deux pays, mais aussi la sous-région dans son ensemble. Et très vite, les choses ont évolué puisque une séance de travail qui a duré plus de 2 heures a permis à ces deux chefs d'État, mais aussi aux délégations qui les accompagnent, d'arriver à une décision historique. Ça va rester certainement dans les annales, puisque je l'ai dit, c'est un vieux rêve de la boucle ferroviaire qui a un peu touché tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, sauf le Niger. Tous les gouvernements qui se sont succédés, en tout cas, ont promis aux Nigériens d'amener les rails jusqu'à Niamey. Ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, en tout cas, une décision importante a été prise à Cotonou. Il s'agit, oui, à Bari. Justement, est-ce qu'à l'issue de la session de travail, une décision importante a été prise pour que le boucle ferroviaire soit une réalité au Niger? Oui, ça va venir jusqu'à Niamey et ça va continuer jusqu'à Abidjan. La boucle va être réalisée. Ces deux chefs d'État ont d'abord regardé la boucle qui fait plus de 2700 km et 1000 km à refaire. Parmi les 1000 km, il y a 600 km qui concernent le Niger et les 600 km vont être réalisés. C'est en tout cas en substance la décision qui a été prise puisque les deux délégations ont adopté un document dénommé Memorandum of Understanding, MOU. Il a été lu par le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Amadou Boubacar Cissé. À la suite de la réunion des chefs d'État de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, tenue à Ouagadougou le 15 octobre 2013 et relative à la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Niamey-Cotonou, les chefs d'État du Niger, Son Excellence M. Issifou Mahamadou, et du Bénin, Son Excellence Dr Boni Yahi, au cours de leur rencontre le 7 novembre 2013 à Cotonou, ont décidé de ce qui suit. Confier la réhabilitation, la construction et l'exploitation du chemin de fer Cotonou-Parakou-Niamey à une société multinationale dans laquelle les États seront partie prenante. Le capital de la nouvelle structure est arrêté à 70 milliards de francs CFA, dont État du Bénin 10%, État du Niger 10%, privé béninois 20%, privé nigérien 20%, partenaires stratégiques 40%. À cet effet, il a été décidé de retenir comme partenaire stratégique le groupe Bolloré. Le partenaire stratégique portera les parts non libérées pendant 4 ans. Il se chargera en outre de la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation. Les travaux démarreront au plus tard fin mars 2014. Ont signé pour la République du Niger le ministre d'État chargé du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Amadou Boubacar Cissé, pour la République du Bénin, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Natoudé Ake, pour le groupe Bolloré, le président directeur général, Vincent Bolloré. Je vous remercie.
Donc voilà, Moussa Yahya, merci beaucoup pour ces précisions. Je notifie que nous y reviendrons sur ce déplacement du président de la République à Cotonou, au Bénin, plus en détail dans notre édition de demain. Merci beaucoup. À Niamey, le ministre de la Santé publique, Manoa Gali, en compagnie de l'ambassadrice du Royaume d'Espagne au Niger, a visité cet après-midi même le service d'ophtalmologie de l'hôpital national. Le ministre est allé encourager l'équipe espagnole de la Fondation Baraké et l'association Wadabe qui opère des patients dans le cadre de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte. Guy Macheteya, Adamou Mahamadou. Pendant 6 jours, 212 patients souffrant de la cataracte ont été opérés par des médecins espagnols au service d'ophtalmologie de l'hôpital national de Niamey. L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte organisée par la Fondation Baker Barcelona et l'association Wedabe Niger. Ça fait 12 ans que nous avons arrivé pour la première fois à Niger et tout de suite nous avons été enchantés avec les personnes, mais spécialement avec les Wadabe. Et comme ça a commencé, comme on dit, un coup de cœur, de travailler avec eux. Et on a commencé à faire des puits pour qu'il puisse continuer à faire son vie traditionnelle. Et tout ça a commencé avec des bons amis qui travaillent avec nous ensemble ici à Niger. Et après, parce qu'on ne peut pas continuer à voyager dans le nord de la brousse, on a toujours voulu continuer à être avec Niger et c'est pour ça qu'on a demandé à la docteure Barraquer si elle veut venir ici pour faire des opérations à cataracte à Niamey. La visite donc du ministre de la Santé publique en compagnie de l'ambassadrice du Royaume d'Espagne au Niger vise à encourager l'équipe espagnole pour cette initiative louable. Et cette équipe, en fait, c'est une association qui soutient le Niger, qui soutient l'hôpital national. Et cette association travaille surtout avec le nomade, les Pelbororo notamment. Mais au-delà de ces personnes-là, ils peuvent opérer les patients qui se trouvent ici. Comme la représentante de l'association vient de le dire, pour cette mission, ils vont opérer 212 personnes. Donc c'est une très bonne chose, nous les encourageons. Nous sommes venus avec son excellence l'ambassadeur d'Espagne au Niger, les encourager, les féliciter, leur témoigner notre soutien et dire que le Niger est un pays de paix, un pays où il fait bon vivre, ils peuvent toujours revenir. Et nous souhaitons qu'il y ait une coopération formelle entre les structures sanitaires d'Espagne et l'hôpital national de Niamey et d'autres hôpitaux du Niger. En mai 2012, déjà lors de la première campagne de chirurgie gratuite de la cataracte, 177 patients ont été opérés par cette équipe espagnole. Il faut noter que le ministre Manoa Gali a aussi visité au passage le magasin central de l'hôpital national de Niamey. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a quant à lui procédé ce matin à l'installation officielle du comité ad hoc chargé de préparer la mise en place de la caisse autonome des retraités du Niger Karéni. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Laouli Chebou a exhorté les membres de ce comité à plus de dons de soi pour une mise en place effective de la caisse. Mahmoud Adamou, Mariam Adakou. Après l'adoption à l'Assemblée nationale de la loi portant création de la Caisse autonome des retraites du Niger, l'heure est à présent à l'installation officielle du comité ad hoc qui aura la lourde responsabilité de la préparation de sa mise en place effective. Ainsi, en procédant à l'installation de ce comité, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a d'abord rappelé l'importance de cette caisse pour les travailleurs nigériens avant d'exhorter les différents membres à un meilleur investissement de soi pour l'élaboration d'un plan d'action pertinent en vue de la mise sur pied de la Karéni. Bien, la Karéni constitue une attente forte des fonctionnaires, au-delà du discours officiel. Moi, je souhaite que la Karéni soit mise en place à la fin de l'année 2014. Si c'est possible, il faut le faire. Parce que c'est une attente forte. Et le gouvernement tient à mettre en place rapidement la Karéni. Nous ne voulons pas avoir des dettes sociales institutionnelles.
C'est-à-dire que ce que le président de la République a promis, nous sommes chargés de le mettre en œuvre et nous sommes là pour ça. Nous avons créé le comité pour aller vite, pour associer toutes les compétences. Nous ne voulons pas faire de la mise en place de la Carénie un métier. Non, c'est une action urgente, c'est une attente à laquelle il faut répondre rapidement et le plus rapidement possible. Donc je vous engage à mettre tout en œuvre pour réussir. Les représentants des travailleurs doivent faire le maximum de pression pour qu'il en soit ainsi. C'est vous qui représentez les travailleurs, c'est vous qui représentez les fonctionnaires, c'est vous la cible, c'est vous les bénéficiaires. Donc il faut que, si notre administration traîne les pieds, que vous vous bousculez, que vous nous bousculiez au besoin pour qu'on arrive à réaliser l'attente des personnes qui vous ont élus. Je pense que c'est votre boulot, nous allons le faire ensemble. C'est un engagement du président de la République et du gouvernement. Nous tenons à ce que ça soit fait dans les meilleurs délais. Notons qu'à l'instar de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS qui assure les prestations sociales aux travailleurs régies par le Code du travail et la Convention collective interprofessionnelle, la Carénie aura pour mission d'offrir des services sociaux aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique et admis à faire valoir leur droit à la retraite. L'État du Niger vient au secours des sinistrés de la région d'Agadez en mettant à leur disposition 65 tonnes de vivres. Le coup d'envoi de la distribution gratuite de ces vivres a eu lieu hier matin dans la commune rurale de Dabaga en présence des membres d'une mission de la primature, Malika Draman et Moussa Efale. La mission conjointe comprend, outre le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Makido, Dr Hassan Sanda Maïga, conseiller principal du Premier ministre, Dr Aramatou Gonda, directrice de l'organisation des soins au ministère de la Santé publique, les membres du comité régional de prévention de gestion des catastrophes et crises alimentaires, les coordinateurs à l'initiative 3N au titre de la région d'Agadez. Borol, situé à 35 km d'Agadez, a constitué la première étape de ce périple où les populations, à leur tête les maires de Dabaga, Ahmed Meni, ont organisé un accueil à la délégation. 4 localités ont été touchées dans cette commune par les inondations, à savoir Tafragat, Akassaba, Borol et Ndoudou. Les membres de la délégation ont effectué des visites dans les jardins pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts occasionnés. Sur place, la délégation a trouvé des puits ensevelis. Par contre, elle est émerveillée par les bonnes récoltes engrangées par les braves jardiniers. Peu après, le gouverneur de la région d'Agadez et le chef de la mission du cabinet du Premier ministre ont, au cours d'une cérémonie, procédé à la remise officielle de ces dons aux sinistrés. Ils ont tour à tour réaffirmé qu'il s'agit d'un appui de l'État aux ménages victimes des inondations de 2013. Plusieurs orateurs ont saisi cette opportunité pour remercier les autorités de la 7e République pour ces dons qui vient à point nommé. Une cérémonie similaire s'est déroulée à Ndoudou, toujours dans la commune rurale de Dabaga. Dans la commune urbaine d'Agadez, le gouverneur de la région d'Agadez et les membres de la délégation sont allés aussi constater la mise en place progressive des 160 tonnes sur les 800 dont bénéficie la région d'Agadez dans le cadre des dons de la Turquie. Ce dont, faut-il le souligner, est composé de 400 tonnes de farine de blé et 400 tonnes de sucre. Au terme de sa mission dans la région d'Agadez, le conseiller principal du Premier ministre nous a livré ses sentiments. Et nous avons aussi profité pour visiter les jardins. On a vu quand même que la saison, malgré tout, a été bonne et que les oignons sont là, les pommes de terre sont là. Et il y a une production quand même, une très bonne production en perspective. Cette production peut également couvrir les besoins alimentaires de cette population. Donc le don que nous venons d'apporter n'est que complémentaire parce que la production elle est bonne et je pense que très prochainement, comme ils l'ont dit, d'autres espèrent avoir 200, 300, 400 sacs d'oignons. Donc c'est aussi des revenus importants qui vont compléter ce que l'État est en train de faire. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a fait 2 déclarations ce matin à son siège. La première est relative aux événements tragiques survenus le 27 septembre 2013 sur l'axe Arlit-Tamaracet et la seconde suite à l'enlèvement et à l'assassinat de 2 journalistes de RFI à Kidal au Mali. À ce propos, suivons le rapporteur général adjoint Tani Mounbawa. Selon les informations qui nous sont parvenues, ces événements ont occasionné la mort de 92 personnes,
dont 52 enfants, 33 femmes et 7 hommes. En outre, selon la même source d'information, 19 personnes ont pu atteindre leur destination et 2 autres ont rejoint la ville d'Arlit. Il a également été rapporté que les 113 personnes au départ d'Arlit concernées par le drame sont des ressortissants de la commune urbaine de Matamei dans le département de Kanché, région de Zender. Face à une telle situation, la CNDH témoigne toute sa compassion aux rescapés et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. La CNDH exhorte les plus hautes autorités du pays à tout mettre en œuvre en vue de rechercher les personnes responsables de ces activités criminelles afin de les punir conformément à la loi. La CNDH rappelle aux potentiels candidats la nécessité d'utiliser les voies officielles pour voyager afin d'éviter les pièges des trafiquants et autres criminels assimilés. La CNDH encourage les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance dans leur difficile mission de surveillance des territoires. La Commission nationale des droits humains a appris avec indignation l'enlèvement et l'assassinat de 2 journalistes français, en l'occurrence Ghislain Dupont et Claude Verlin, survenus le samedi 2 novembre 2013 à Kidal au Mali. Cet acte porte gravement atteinte au droit à la vie, à la liberté d'expression et au droit à l'information. Ces valeurs universelles concourent au rayonnement de la paix et de la démocratie. Au regard de tout ce qui précède, la CNDH condamne ces actes qui jurent avec le respect des droits humains, exhorte les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour retrouver les auteurs et complices de ces crimes afin de les punir conformément à la loi, encourage les journalistes à œuvrer dans leur noble tâche malgré les multiples obstacles dans l'intérêt de la communauté nationale et internationale. En cette douloureuse circonstance, la CNDH présente ses condoléances les plus attristées aux familles des 2 journalistes ainsi qu'au personnel de Radio France Internationale et au peuple français. Rencontre d'échange dans le cadre de la mise en œuvre des mesures récemment prises en Conseil des ministres visant à lutter contre la migration clandestine à Arlit dans la région d'Agadez. Le gouverneur de la région a, en marge de cette rencontre, effectué des visites inopinées au niveau de certaines concessions appelées ghettos d'Arlit et d'Akokan, tenant lieu de cases de passage au flux migratoire. Nassir Nakakale, Hachim Mohamed. Cette réunion a regroupé autour du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, outre le préfet d'Arlit Sirfi Soumana, les maires de la commune urbaine d'Arlit Maouli Abdurrahman, les responsables des FDS, tant au niveau régional que départemental, les acteurs de la société civile, les élus locaux et autres structures associatives. Cette conférence a pour objectif d'expliquer à la population d'Arlit, une ville située sur la transsaharienne empruntée par les flux migratoires en direction de l'Afrique du Nord, les bien fondés de ces mesures. Après le drame d'Intrikitan où 92 Nigériens ont trouvé la mort suite à la panne des véhicules les transportant en plein désert. En attendant les délibérations de la justice qui a en charge ce dossier, a précisé le colonel-major Garba Mekido, après l'introduction du préfet d'Arlit et des maires, chaque maillon de la société doit jouer pleinement son rôle pour que plus jamais cette tragédie ne se reproduise au Niger et dans la région d'Agadez en particulier. Aussi, pour éviter toute confusion, le gouverneur d'Agadez a de prime abord expliqué à l'assistance au regard de constats faits sur le terrain, en visitant les lieux de concentration de ces présumés immigrés et le recoupement des informations concordantes sur les activités qu'ils mènent une fois arrivés à destination. Il y a lieu de songer à une véritable traite des personnes, en témoigne l'utilisation des enfants innocents par un trafic bien organisé dans l'entreprise de la mendicité et autres pratiques contraires à nos mœurs. C'est pour cela, devait marteler le colonel-major Garba Mekido, les dispositions de la loi seront appliquées à la lettre et à tous les niveaux de la chaîne. Les migrants, les logeurs des migrants, les transporteurs des migrants et l'administration qui doit veiller sur l'application de la loi et règlements, notamment les services de l'administration, de la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale,
la douane, les eaux et forêts, l'armée et la justice. Au nombre de ces mesures qui ne doivent souffrir d'aucune insuffisance, la fermeture des ghettos d'Arlit, d'Agadez et du Kawara a déclaré le gouverneur d'Agadez. À l'unanimité, tous ceux qui ont pris la parole à cette occasion ont encouragé ces décisions avant d'inviter les autres régions du Niger, point de départ de ces femmes et de ces enfants, de contribuer à arrêter cette hémorragie. Le procureur de la République de grande instance d'Arlit, M. Chegou Moulia, présent à cette rencontre, a expliqué les champs d'application de l'ordonnance qui s'applique à la traite des personnes qui précisent que quiconque commet intentionnellement l'infraction de traite est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 francs à 5 millions. Du reste, le procureur de la République a notifié au cours de cette réunion que 4 personnes accusées de cette pratique sont aux arrêts et l'instruction suit son cours pour citer les responsabilités à tous les niveaux. A noter toujours dans le même esprit qu'en marge de cette réunion, le gouverneur et sa délégation se sont rendus dans un quartier périphérique d'Arlit où ils ont constaté avec consternation la présence des femmes et des enfants en instance de départ pour cette mésaventure. Le gouverneur a instamment instruit la police de fermer ce ghetto. Il en est de même pour un autre découvert plus tard par le gouverneur et sa délégation à Akokan. La mission conjointe USAID, Programme alimentaire mondial PAM, se trouve depuis hier à Zender dans le cadre du renforcement de la résilience des communautés à travers des activités concourant à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Une visite de terrain a conduit la mission dans le département de Taketa en vue d'apprécier les travaux à haute intensité de main-d'œuvre mis en œuvre par ses partenaires du Niger. Garba Maman Kabiru, Laoli Babali. Le Programme alimentaire mondial PAM et l'Agence américaine de développement international USAID, partenaires traditionnels au développement du Niger, œuvrent sans relâche au renforcement de la résilience communautaire à travers des appuis multiples et multiformes qui, un temps soit peu, cadrent parfaitement avec le programme de renaissance du Niger mis en œuvre par le président de la République, Issoufou Mamadou, pour centre d'intérêt, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Des actions en somme salutaires de ces partenaires incontournables et dont les résultats en majeure partie sont on ne peut plus édifiants, à l'exemple du site d'Étis dans la commune rurale de Tirmini, département de Taketa, qui a reçu ce mardi la mission conjointe USAID-PAM conduite par Rita Hudson de l'USAID, Tito Nicodemo, représentant adjoint du PAM au Niger, comprenant plusieurs fonctionnaires de ces deux institutions internationales qu'accompagne le secrétaire général adjoint de la région de Zender, Issa Moussa. Dans cette optique, ces partenaires, en collaboration avec les autorités régionales, les services techniques et les communautés, ont mis en place un mécanisme dit planification participative communautaire afin de lutter contre certains aléas et adversités naturelles et permettre aux communautés de tirer des revenus substantiels à travers des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Ainsi, la mare d'Étis, potentiel sans commune mesure de plusieurs activités génératrices de revenus, pisciculture, culture maraîchère et autres cultures de deux cuits 100 ans, a été traité à travers des opérations de désensablement, de faucardage. La terre a également été traitée en amont et en aval de cette mare par la confection de 4152 demi-lunes ensemencées sur 126 hectares, ce qui du coup a permis à plus de 300 chefs de famille, dont 126 femmes, de tirer leur épingle de jeu. La mission, qui a tenu à parcourir tous les sites, a apprécié à leur juste valeur les résultats obtenus avant d'échanger avec les communautés bénéficiaires que d'ailleurs les représentants de l'USAID et du PAM n'ont pas manqué de féliciter et d'encourager avant de leur faire des recommandations allant dans le sens d'une amélioration très significative de leurs conditions de vie. À noter qu'auparavant, la mission a rendu une visite de courtoisie au gouverneur Kala Moutari avec qui elle a beaucoup échangé sur les tenants et aboutissants de cette coopération ô combien fructueuse. Tenu ce matin à Dosso des assises de la 3e session ordinaire du conseil municipal de la commune urbaine de Dosso, la cérémonie d'ouverture de cette réunion était placée sous la présidence du président du conseil communal, en présence notamment du gouverneur de la région et du préfet du département de Dosso, Salamatou Adamou Harisugarba. Les assises de cette 3e session ordinaire du conseil municipal de la commune urbaine de Dosso
qui a regroupé l'ensemble des conseillers auxquels se sont joints les chefs de quartier et villages administratifs, seront axés sur l'adoption du procès verbal de la deuxième session ordinaire, la revue du plan de développement communal, les projets de délibération instituant les taxes municipales, puis en divers, les bilans de la campagne agricole et les projets de jumelage entre une ville de Turquie et la commune urbaine de Dossou. Procédant à l'ouverture de cette troisième session ordinaire, le président du conseil communal de Dossou a rappelé aux conseillers la mission qui leur revient avant de s'attaquer à leur plan de développement communal qui nécessite une mobilisation croissante des ressources. Madame, Messieurs les conseillers municipaux, en nous conférant d'importantes compétences, les lois sur la décentralisation nous édictent la prise en charge efficace et efficiente des besoins de nos populations à travers la promotion et le développement des services de base. Cette délicate mission suppose de notre part un engagement sans faille et soutenu pour mobiliser les ressources potentielles de la commune. Le plan de développement communal que nous avons adopté par délibération le 24 juin 2013 et approuvé par l'autorité de tutelle est notre document de programmation pour mettre nos populations à l'abri de l'insécurité alimentaire, pour développer le secteur éducatif et le secteur de santé, etc. Bref, à créer les conditions d'un développement durable pour les 4 années à venir. Il a aussi saisi cette occasion pour évoquer les efforts du gouvernement de la 7e République pour la réalisation des travaux d'assainissement et de réhabilitation de la voirie urbaine. Prenant la parole à cette occasion, le préfet du département de Dossou a appelé tous les conseillers à une analyse sans complaisance des documents qui seront soumis à leur appréciation pour l'intérêt des populations qu'ils ont le devoir de représenter au sein de ces conseils. Intervenant pour sa part, le gouverneur de la région de Dossou a invité tous les conseillers à la cohésion et à l'unité pour faciliter les échanges et les réflexions dans les actions de construction de la commune afin de parvenir à son développement et permettre la prospérité des populations. Le gouverneur Seydou Ali Zataou a aussi abordé la gestion des ressources pour garantir l'autonomie financière de la commune. C'est le lieu de publier officiellement une bonne information attendue depuis longtemps par les populations de la commune urbaine de Dossou, celle de sa réhabilitation complète dans les 12 prochains mois à venir. Début ce matin à Maradi des travaux d'un atelier de renforcement des capacités des élus locaux, des conseils communaux de jeunesse et des organisations de la société civile sur la réforme des grandes villes et le contrôle citoyen de l'action publique. Les travaux étaient placés sous la présidence du maire de la ville de Maradi, Sanoussi Garba et Moussa Jariri. Organisé par l'ONG SOS Civisme Niger en partenariat avec la ville de Maradi, le présent atelier qui durera 3 jours permettra aux participants de mieux appréhender les compétences et les attributions des maires et des conseillers municipaux, de mieux comprendre le rôle que le citoyen doit jouer dans sa commune, ainsi que les types de relations qui existent entre l'élu local et lui. Ce qui, selon Alcacer Fazaz, établira en définitive la confiance entre les responsables communaux et la population, tout en catalysant une participation plus active des citoyens dans la réalisation des actions d'intérêt général. D'ailleurs, l'article 15 de l'ordonnance numéro 2010-54 portant Code général des collectivités territoriales stipule que les habitants des collectivités territoriales disposent du droit à l'information sur la gestion des affaires locales. Ces droits s'exercent par l'organisation et l'animation des débats publics sur les projets et programmes locaux de développement et sur les grandes orientations du budget local. L'accès des personnes physiques ou morales au budget et aux comptes des collectivités territoriales. L'accès du public aux séances des organes délibérants des collectivités territoriales à l'exception de celles tenues à huis clos. La publication en l'occurrence par voie d'affichage ou tout autre moyen de délibération des conseils et des actes des autorités locales, notamment ceux relatifs au budget, à la création des établissements publics locaux, aux emprunts, à la coopération centralisée, aux accords passés avec l'État ou d'autres partenaires, à l'acceptation des dons et à la prise des participations de la société. Le maire président du conseil de ville de Maradi a souligné la pertinence du thème
renforcement des capacités des élus communaux, ce qui sera développé au cours des travaux de l'atelier. Kassou Mokhtar a exhorté les participants à tendre une oreille attentive aux formateurs pour tirer le maximum des enseignements qu'ils auront à leur donner. Dans la région d'Agadez, rencontre dimanche dernier dans la commune urbaine de Tirozérine des animateurs des zones. La synthèse des problèmes prioritaires identifiés était au centre des échanges entre ces différents animateurs. D'autres précisions avec nos reporters que nous retrouvons, Moussa Efalei et Malika Draman. Les programmes d'appui à la décentralisation et la bonne gouvernance PRODEC multiplient des rencontres à Tirozérine. C'est le cas de la rencontre des 12 délégués des 6 zones que compte la commune urbaine de Tirozérine, à savoir à Tirozérine, zone Atri, Gofat, Azal, Tamazlak et Tidine. En ouvrant les travaux, le maire adjoint n'a pas manqué de remercier les délégués des zones qui ont effectué le déplacement. Quel est le rôle du délégué et les critères de sélection? Élément de réponse. Le délégué, c'est l'animation de la population lors du format là-bas, lors du forum, ou bien lors de la réunion. Et maintenant, le rôle ici, il représente la communauté, il représente la zone, ou bien il représente sa population là, arrivée à la mairie. Les critères de sélection maintenant, la personne s'est donnée elle-même, c'est un volontariat, quoi. Et le volontariat s'est fait par... Et la sélection encore, ça a été fait, la population m'a sélectionné en tant que... Comme ils ont confiance en moi, en tant que délégué. Et maintenant, je me suis donné moi-même en tant que volontaire, par amour du développement de ma commune. À Tillabéri, ouverture hier des travaux de l'atelier régional d'information, de sensibilisation et de réactivation de la matrice qui fait quoi et où. Et c'est le secrétaire général du gouvernorat qui a présidé la cérémonie d'ouverture des 10 travaux. Jubonhou Abdelaï Soumana. Le présent atelier vise la sensibilisation des autorités et les acteurs de terrain afin de permettre une meilleure maîtrise et ou cartographie de la coordination des interventions sur le terrain, ce qui facilitera l'orientation et la réorientation des interventions sur le terrain dans l'intérêt des populations bénéficiaires. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région de Tillabéri a indiqué que l'insécurité alimentaire dans notre pays touche même au cours des années excédentaires une frange importante de la population nigérienne. C'est pourquoi, en réponse à cette situation, a poursuivi Adam Halidou, le président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou, a conçu et mis en œuvre l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, pour mettre fin à l'insécurité alimentaire au Niger. Il a rappelé les importants efforts déployés dans la région de Tillabéri à travers la cellule crise alimentaire dont, entre autres, le Cash for Work, la vente des céréales à prix modéré et la distribution gratuite ciblée. Adam Halidou a exhorté les participants à s'investir pleinement afin d'atteindre l'objectif poursuivi avant de réitérer toute la gratitude des populations au président de la République, chef de l'État Issouf Mahamadou, au chef du gouvernement Brigitte Raffini et aux partenaires du Niger. Le chef de la mission s'est quant à lui réjoui de la présence effective des différents acteurs à cette rencontre. Mahaman Buhari Barmou a ensuite situé toute l'importance de cette rencontre. Déclaration à Niamey du bureau politique national du Parti progressiste nigérien Rassemblement démocratique africain, PPN-RDA, cet après-midi même, déclaration dans laquelle le parti a déploré les récents événements survenus dans le désert nigérien ayant coûté la vie à 92 de nos compatriotes et au Mali avec l'assassinat de 2 journalistes français à Kidal. Le PPN-RDA s'est par ailleurs réjoui de l'efficacité de la diplomatie nigérienne avant de réserver son soutien indéfectible du parti aux autorités de la 7e République. La teneur de cette déclaration avec Al-Kassim Saleh, secrétaire général du PPN-RDA. Nous avons suivi avec consternation le communiqué du gouvernement suite aux événements tragiques survenus dans la région d'Agadez, ayant coûté la vie à 92 de nos compatriotes. Le PPN-RDA présente ses condoléances les plus attristées au peuple nigérien en général et aux familles éplorées en particulier. Ces événements malheureux qui ont endeuillé toute la nation nigérienne ne devraient plus survenir dans notre pays. En effet, les causes sont connues et nous demandons aux autorités administratives et coutumières de prendre toutes les dispositions pour arrêter ces pratiques qui sont contraires à notre religion et à nos coutumes. Le PPN-RDA demande au gouvernement de mettre fin à ces pratiques malsaines et d'accélérer la mise en œuvre des conditions susceptibles de retenir nos compatriotes sur le territoire national. Comment peut-on accepter que des femmes et des enfants soient sacrifiés par leurs familles
pour la recherche d'on ne sait quel bien-être familial. Comment peut-on tolérer des filières qui sont proches de véritables organisations mafieuses s'installer dans notre pays? Le PPN-RDA est indigné par cette situation et se félicite de l'enquête ouverte pour identifier les organisateurs de cette expédition afin de les punir avec toute la rigueur de la loi. Le Niger ne doit plus être un pays de transit pour affronter le désert dans une aventure incertaine. Nous savons que le programme du président de la République fait une place de choix à la création d'emplois et que le gouvernement s'attelle à la matérialisation de ce programme à travers la déclaration de la politique générale. D'autre part, nous avons apprécié la libération des 4 Français enlevés sur notre territoire grâce à la médiation de notre pays. Le PPN-RDA félicite le président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadj Mahamadou Issoufou, pour avoir cru et pour avoir fait de cette libération une réalité. Nous exprimons au président de la République, chef de l'État, au Premier ministre, au gouvernement et à toutes les personnes ayant œuvré à l'aboutissement heureux de cette page d'histoire de notre pays, les félicitations de l'ensemble des militants de notre parti. Sur tout un autre plan, le PPN-RDA se réjouit des résultats probants de notre diplomatie. En témoigne la récente visite du secrétaire général des Nations Unies, accompagné de la présidente de la Commission de l'Union africaine, du commissaire au développement de l'Union européenne, des présidents de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. De même que notre parti se réjouit de la responsabilité confiée au président Issoufou Mahamadou et à son homologue du Ghana pour réfléchir sur la monnaie unique dans notre espace économique et financier lors du dernier sommet de la CEDEAO à Dakar au Sénégal. C'est pourquoi le PPN-RDA continuera à accompagner le chef de l'État dans son entreprise de réunir l'ensemble des Nigériens autour des valeurs qui sont les nôtres pour consolider ses acquis et permettre au Niger d'être ce pays incontournable et respectable comme il a été au cours de la gestion du PPN-RDA avec à sa tête le président Diori Hamani. Que la tête lui soit légère. Hier, nous étions avec certains de nos camarades à accompagner le président Issoufou dans la réalisation de son programme. Les vicissitudes de la politique ont amené nos frères à nous quitter. Cela est l'essence même de la politique. Le PPN-RDA relève que cette situation créée a amené le Premier ministre, chef de gouvernement, à redemander la confiance du Parlement pour la poursuite des actions entreprises. En l'absence de tout problème institutionnel et au regard du crédit dont jouit le Niger aux yeux de la communauté internationale, le PPN-RDA demande aux élus du peuple en particulier et à l'ensemble de la classe politique nigérienne de transcender les querelles personnelles, de faire preuve de responsabilité et de maturité politique pour capitaliser ce crédit de confiance et éviter au Niger des lendemains incertains. En tout état de cause, nous voulons rassurer le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement du soutien constant et indéfectible du PPN-RDA dans la réalisation du programme de la Renaissance à partir duquel le président Issoufou a été investi de la confiance de l'écrasante majorité du peuple nigérien. Vive le Niger uni et solidaire, vive le PPN-RDA, je vous remercie. Retour à l'intérieur du pays où la coordination régionale de Zender de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN réunie hier a examiné la situation sociopolitique qui prévaut au Niger et a rendu public à cet effet une déclaration qui s'articule sur 2 points. La teneur. Premièrement, la MRN de la région des Zender s'est réjouie de la libération effective des 4 otages français enlevés au Niger à Arlit et détenus 3 années durant dans le Sahel, mettant eux et leur famille à de rudes épreuves. Ces otages forts et raisonnements sont libérés grâce au prix de tant d'efforts soutenus, à l'engagement inébranlable et à la détermination sans faille de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Cette prouesse montre à quel point le gouvernement de la 7e République est soucieux d'une paix véritable, indispensable à tout progrès pour notre pays, notre sous-région et pour tout le reste du monde. Cet exploit fort politique et diplomatique, œuvre de l'artisan, président de la République, M. Issoufou Mahamadou, que vient d'enregistrer notre pays, nous rend fiers à plus d'un titre
et fait du Niger un pays épris de paix qui compte parmi les nations qui gagnent. Deuxièmement, la MRN des Inders, profondément attristée par la disparition tragique de plusieurs de nos compatriotes sur la route d'Algérie, présente sa compassion aux parents des victimes ainsi qu'à leurs proches. Aussi, la MRN présente ses condoléances les plus émues au chef de canton de Kanché, à l'honorable sultan du Damagaram, au gouverneur de la région des Inders, au Premier ministre et au président de la République. La présence d'une forte délégation conduite par le chef du gouvernement pour présenter les condoléances du président de la République et du gouvernement a profondément marqué l'ensemble de la population de la région et particulièrement celle de Kanché. Cette marque de compassion des plus hautes autorités de notre pays à l'égard des familles endeuillées n'a laissé personne indifférent. Pour toutes ces raisons, la MRN de la région des Inders, plus que jamais soudée, apporte son soutien indéfectible et sans réserve au président de la République et à son gouvernement pour les actions multiples de développement qu'il ne cesse d'entreprendre pour le bien-être de nos laborieuses populations. Vive la MRN, vive le Niger, je vous remercie. D'une déclaration à une autre avec le bureau exécutif du syndicat national des agents contractuels de l'enseignement secondaire réuni hier après-midi à son siège et qui a rendu publique une déclaration relative à la situation sociopolitique du pays. Suivant à ce propos le secrétaire général du dit syndicat, Dodo Lawali. Le Ben Sinasses prend acte du rôle prépondérant joué par le président de la République, M. Issouf Mamadou, chef de l'État, dans la libération des otages français. En outre, le Sinasses apporte son soutien indéfectible au gouvernement nigérien dans les négociations sincères avec le groupe nucléaire Areva. De la situation de l'école. Le 18 septembre 2013, une rencontre a réuni les 5 ministères en charge de l'éducation et de la formation, ainsi que les représentants du ministère en charge de la fonction publique et celui des finances d'une part, et d'autre part, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger FUSEN, en présence du président de l'association des parents d'élèves et du secrétaire permanent du Conseil national du dialogue social CNDS. Au cours de la dite rencontre, plusieurs préoccupations des enseignants ont été évoquées et des engagements ont été pris. Le SINASES présent à cette rencontre a soulevé 2 principales questions, à savoir le paiement à terme échu des pécules et la régularisation du recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels en termes d'année. En ce qui concerne ce dernier point, c'est-à-dire le recrutement à la fonction publique, nous attendons en effet la publication de la liste de présélection du recrutement au titre de l'année 2012. Le SINASES exige du gouvernement la publication de la liste de présélection du recrutement au titre de l'année 2012 et l'ouverture du recrutement au titre de l'année 2013 avant fin novembre 2013. En ce qui concerne la problématique du paiement des pécules à terme échu, le SINASES regrette la rupture d'égalité entre les agents de l'État. En effet, au moment où la majorité des agents de l'État ont perçu leur salaire du mois d'octobre par anticipation, certains de nos camarades ont des arriérés de 2 mois de pécule. Le SINASES appelle instamment les autorités à trouver un mécanisme qui simplifierait la procédure du paiement des agents contractuels, comme il l'est d'ailleurs stipulé dans le programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSEF. Jennifer Rod, l'administratrice du recrutement de la bourse de la Fondation Mastercard, a tenu hier une conférence débat. Il s'agit pour Jennifer d'expliquer aux élèves le processus de l'octroi de cette bourse qui offre l'opportunité aux étudiants africains d'étudier aux États-Unis d'Amérique. Sekinatu Abdou, Hadiza Hamidine. Cette conférence débat a permis à Jennifer Rod de donner plus de renseignements aux étudiants présents sur les principes d'admission à Arizona Institute University et l'octroi de la bourse Mastercard Foundation.
Le programme Mastercard Foundation est reparti pour une durée de 10 ans et est destiné aux étudiants africains brillants dans leurs établissements mais ne disposant pas de moyens financiers pour poursuivre des études dans les universités américaines. La fondation de Mastercard, c'est la carte de crédit Master. C'est une fondation qui a mis 500 millions de dollars à la disposition des étudiants africains. Donc un peu plus de 243 milliards de francs CFA. C'est une manière d'aider l'Afrique à se développer. Donc voilà pourquoi ils ont choisi de donner ça aux Africains. Et elle fait le tour des pays africains, de l'Afrique occidentale bien sûr, pour donner l'information et pour amener les étudiants à postuler. Tout est pris en charge. Des billets d'avion, tout est pris en charge. Cette bourse, c'est pour vraiment former les futurs leaders de l'Afrique. Non pas seulement pour donner seulement une éducation aux jeunes, mais former des leaders. La directrice du Centre culturel américain a accueilli favorablement cette initiative. Notre ambassade, à travers le Centre culturel américain, est heureuse d'organiser cette conférence pour les étudiants désireux d'étudier aux États-Unis. En effet, cette conférence est une première au Niger. Une première dans le cadre de conseils en groupe, mais aussi dans le contenu, car pour la première fois, un administrateur, recruteur des candidats à des bourses pleines se présente au Niger. Il s'agit en fait de la bourse de Mastercard Foundation. Le conférencier, Mme Jennifer Rode, recrute au nom de Mastercard Foundation pour Arizona State University. Les étudiants sélectionnés bénéficieront d'une bourse pleine avec prise en charge totale. La date limite est le 15 janvier 2014. Les étudiants peuvent postuler à l'adresse email mcf-scholarship@asu.edu. L'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger, à travers sa fondation Orange, vient de mettre à la disposition du lycée d'excellence de Niamey 11 micro-ordinateurs et 4 tables numériques. La cérémonie a eu lieu ce jour au lycée d'excellence de Niamey à travers une cérémonie qui a enregistré, outre la présence du président de la fondation Orange, le représentant de la ministre de l'enseignement secondaire, Seynou Soumela Ibrahim et Hadiza Hamidine. Creuser de l'excellence au Niger, avec déjà une dizaine de ses anciens élèves comme cadre au niveau de l'opérateur téléphonique Orange Niger. Le lycée d'excellence amorce de plein pied l'année scolaire 2013-2014 avec cet accompagnement de la fondation Orange Niger, locomotrice des impératifs de l'opérateur du même nom. Des impératifs au nom desquels se trouve en place de choix l'Internet et tout ce qui s'y accommode. Nous avons lancé il y a quelques années le projet Une école, un accès. Il s'agit là d'équiper certains établissements scolaires de matériel informatique pour permettre le fonctionnement correct d'une salle informatique. C'est au total plus de 100 ordinateurs qui seront ainsi mis à disposition par la Fondation Orange. 3 établissements des villes de Tawa et Bouza sont déjà équipés. Le projet touche aujourd'hui le lycée d'excellence auquel on remet 11 ordinateurs très adaptés aux besoins scolaires et auxquels s'ajoutent des tables numériques offertes par la coopération française. Je remercie d'ailleurs le représentant de la coopération française pour ce geste. Nous souhaitons d'ici la fin de l'année équiper encore une dizaine d'établissements à Niamey, Maradi, Zender, Agadez et Difa. La Fondation Orange n'est pas au premier accompagnement de l'excellence. En juin passé seulement, elle l'a démontré en stimulant les meilleurs élèves par des cadeaux, comme l'a souligné M. Wata Ali, professeur du lycée d'excellence de Niamey, qui n'a pas tari d'éloges vis-à-vis de la Fondation Orange, mais dont il a également sollicité l'appui pour connecter son école à Internet. Pour le président de la coopérative scolaire du lycée d'excellence, cette action de la Fondation Orange n'est guère surprenante. Par la fréquence de ces actions, Orange est devenu leur partenaire privilégié. Ce lot de matériel informatique nous hisse à la pointe de la technologie. Aussi, faut-il le notifier qu'il contribuera sans nul doute à renforcer notre formation en tant qu'élite du pays. Car notre lycée a été créé dans l'unique but de servir le Niger, notre nation. Nous profitons de cette occasion pour rassurer
le ministère des Enseignements secondaires et Orange Niger que ce matériel sera utilisé à bon escient et qu'ils peuvent continuer à compter sur nous. Avec en commun la culture de l'excellence, Orange Niger, par sa fondation et le lycée de l'excellence de Niamey, la vie change avec l'excellence. En cinéma, Fatima Rico s'active dans les préparatifs du lancement de son premier film, un court-métrage à travers lequel elle se lance dans la lutte pour la protection des droits de l'enfant. Il sera projeté demain, vendredi 8 novembre 2013, au Palais des Congrès de Niamey. Les détails avec Hawa Maman et Mahamadou Adamou. Chanteuse, auteure, compositeur, interprète et musicienne, Fatima Rico, après 27 ans de carrière musicale, lance son premier film. Ayant tout donné pour le rayonnement de la culture nigérienne, notamment à travers la musique, la diva intègre le monde du film et se consacre à la lutte contre certaines pratiques. Les droits de l'enfant sont au cœur de ce film. Quant au contenu, elle préfère réserver la surprise. L'idée d'un film, ça m'est venu du fait qu'il y a quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc j'ai pensé que faire un film, pour que ça soit un outil pour moi, ce serait très bien. De manière résumée, c'est un film sur le droit des enfants. Tous ceux qui vont venir là, ils vont savoir de quoi ils parlent. Quand vous serez à la couverture médiatique, vous aussi, vous saurez de quoi il parle le film. Comme ça, vous aurez plus de force pour en parler. Vous aurez visionné le film et vous aurez vos propres impressions. Moi, c'est ce que je veux en fait. Tout de même, elle invite les Nigériens à se rendre massivement sur les lieux de la projection. Il sera projeté le 8, donc demain vendredi, à 16h au Palais des Congrès. Inch'Allah. L'appel que je lance à toute la population nigérienne, d'ailleurs, ce n'est pas seulement mes fans, c'est que je leur prie de faire le déplacement. Je leur demande de faire le déplacement, ça en vaut le coup, de venir voir le film, parce que j'aurais besoin que ce film-là soit visionné par la majorité de la population nigérienne. C'est un cri de cœur. Avant donc de découvrir la surprise, il faut retenir que des témoignages poignants ont été recueillis dans le court-métrage de 15 minutes, de quoi apporter sa contribution dans le cadre de la lutte contre la pratique de l'excision, une pratique ancestrale encore d'actualité dans certaines communautés. Et c'est avec ce reportage de Hawa Maman et Mahmoud Adamou que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Au revoir.